Il est câblé? Oui. OK. Donc bonjour à tous, je m'appelle Baptiste Parmentier. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'histoire d'un framework back-end en Dart qui permet de créer des bots Discord en Dart du coup. C'est un projet qui a été commencé il y a très longtemps, mais avant ça, je vais me présenter un peu plus en profondeur. Donc, je développe des applications depuis environ une dizaine d'années, que ce soit des sites internet ou des applications plus au sens distribué. Majoritairement sur du TypeScript, du Dart depuis quasiment 4 ans et du Rust nouvellement, parce que je voudrais me former à quelque chose qui est plus proche de la mémoire. J'ai également pas mal contribué à l'open source, donc majoritairement également sur l'écosystème de Dart, donc en créant plusieurs packages comme Mineral, dont on va voir les aboutissants aujourd'hui. Vine qui permet de faire la validation de données, qui est un portage de la librairie d'Adonis.js pour justement Dart, ou de Commander qui permet de créer des bots TUI également en Dart. Et à l'heure actuelle, je travaille sur un outil qui s'appelle Feriski, qui est un IAM, donc une alternative à Keycloak, développé en Rust. Donc aujourd'hui, on va voir plusieurs choses. Déjà, on va présenter un peu le projet, pourquoi il a commencé à exister. On va parler de la première implémentation que j'en ai faite et surtout des gros problèmes qui en ont découlé. Après, on abordera le fait que j'ai choisi une nouvelle architecture logicielle qui m'a solutionné pas mal de problèmes. Et je vais vous présenter à l'occasion quelques composantes cœur du framework. Alors évidemment, je ne vais pas tous les faire parce qu'il y en a quand même 15. On va s'arrêter sur peut-être 4 ou 5 à peu près. Et après, ce sera un petit jeu de questions-réponses si jamais vous en avez. Donc, dans un premier temps, pourquoi j'ai créé ce projet? À la base, c'est parce que je fais du TypeScript et je voulais apprendre Dart pour faire du Flutter, tout simplement. Et comme je créais pas mal de bots Discord pour des personnes, des serveurs ou autres, je me suis dit, quoi de mieux que de reprendre ce que je connais déjà et le transposer sur un autre langage. Et donc, je voulais tester un peu l'intégration, voir comment on pouvait, en Dart, en opposition au JavaScript, utiliser des services WebSocket en distant ou des services HTTP également en distant. Et donc, Discord se portait bien au jeu, justement. Et également, ce projet étant uniquement un POC initialement, j'en ai parlé à pas mal de monde, il y a eu un fort engouement autour de ce projet. Et en final, on m'a demandé de faire le portage complet d'un projet que j'avais fait en TypeScript à l'époque, qui du coup visait à créer un framework complet pour l'écosystème de Dart cette fois-ci. Donc majoritairement, les utilisateurs et les créateurs, les développeurs d'applications pour Discord, c'est majoritairement des 13-22, pour les plus jeunes aux plus âgés. Évidemment, on a également des hors fourchettes, mais majoritairement du 13-22. Et ces personnes ont peu de notions au niveau de l'architecture logicielle, des design patterns, et aussi des bonnes pratiques, et également bêtement du langage ou de la technologie qu'ils utilisent. Souvent, ils utilisent des technos parce qu'on leur a dit vas-y, utilise-le, c'est trop bien. Mais la personne ne s'est pas forcément fait son propre avis, donc on a une méconnaissance de ce côté-là. Et de ce fait, on a peu ou pas du tout de structure applicative. Et au sein de l'écosystème de Dart, pour créer des bots Discord, il n'y a pas de framework du tout. Par contre, il y a une alternative qui s'appelle Nix, qui sont les pionniers du Discord, en fait, simplement au niveau de Dart. Est-ce que parmi vous, certains ont déjà créé des petites applications Discord ou en ont vu de près ou de loin? Donc, Lorenzo, pas du tout après. Donc, dans l'idée, vous connaissez tous Discord, au cas où? Ok. On ne sait jamais. Donc sur Discord, vous avez la possibilité dans un serveur d'envoyer des messages, créer des channels, les modifier. Et toutes ces interactions-là, justement, elles ont une émission via un WebSocket, mais ça on en reparlera plus tard, qui nous permet au niveau applicatif de détecter des changements ou des actions utilisateurs et d'en exécuter un code en conséquence. Donc là, on a un exemple, c'est l'exemple qui est fourni par Nix directement sur leur documentation. Et en l'occurrence, ici, on va bêtement créer un client, fetch le bot en lui-même à l'heure actuelle, et après, à chaque fois qu'un message est envoyé dans un channel, eh bien, on va exécuter le contenu donc de la ligne 13 à la ligne 18. L'avantage de Nix, c'est que c'est un portage d'une certaine manière, c'est un peu différent, parce que l'API n'est pas exactement la même, mais de Discord.js, qui est assez intéressant, mais qui a quand même pas mal de limitations. Donc, il a l'avantage d'être également open source, simple d'utilisation, il est low scope, on peut vraiment faire des choses très bas niveau, on n'est pas bloqué par l'outil, et il implémente de manière concrète et complète l'entièreté de l'API Discord et même les changements qui sont passés il y a une semaine. Donc, oui, il n'impose aucune structure, et j'en profite d'ailleurs au passage pour les remercier, puisque c'est grâce à eux que la version
que je vais vous présenter justement à vue le jour, en partie parce qu'on a eu de très grosses discussions autour de la notion de données et de la structuration qui ont fait qu'aujourd'hui, on a quelque chose qui est vachement plus stable qu'avant. Donc, merci à vous. Donc, qu'est-ce que c'est Mineral? Donc, c'est le nom de ce projet-ci. C'est un framework qui est open source, qui a commencé pour le premier commit le 17 mai 2022 et qui a plus de 2100 commits à son actif sur la branche développe. Je ne compte pas la main parce que ça fait un bout de temps qu'on ne l'a pas mis à jour, dans la mesure où on redéveloppe l'outil de zéro. Et il se situe entre le mid et le high scope. Et surtout, il est extensible. Ce n'est pas parce que le framework fournit un outil qu'on ne peut pas utiliser ou développer des choses qui sortent de ce contexte-ci. C'est comme sur Symfony ou Adonis ou peu importe le framework. Vous avez une base qui vous est proposée, mais rien ne vous empêche de greffer des petits packages par-ci, par-là. Donc, on va partir après sur la première implémentation. Donc, je vous préviens, j'espère que vous n'avez pas peur. Elle est vraiment pas top, mais elle a le mérite de fonctionner, en tout cas. Donc, avant tout, je vais vous faire un petit détail du comment fonctionne un bot Discord de manière générale. Donc, on a les services Discord qui vont comprendre un WebSocket et un service HTTP, une API HTTP. Pour récupérer les actions utilisateurs sous la forme d'un message, on les récupère depuis le WebSocket. Et on peut en résulter une action si on le souhaite, mais on n'est pas obligé. Et là, on passe par l'API HTTP. Donc là, première implémentation, on retrouve, alors j'ai essayé de garder un peu le même code couleur au niveau contraste pour que ce soit bon, mais surtout pour pas qu'on se perde trop. Donc là, basiquement, on va partir du WebSocket. On va simuler dans notre imaginaire collectif un message qui est envoyé sur un channel. Le message, il est reçu sous la forme d'un message WebSocket que nous, on va appeler des paquets entrants. Et ils vont être interprétés selon si c'est un message qui est créé, selon si c'est un channel qui est mis à jour, et les très nombreux d'ailleurs événements qui existent. Et après, l'action sera transmise à l'event emitter qui lui va se permettre de gérer de manière événementielle l'exécution du code métier du développeur. Donc ça lui permet justement de ne pas être bloquant, d'exécuter beaucoup de tâches en parallèle, mais on y reviendra plus tard. Donc là, on en est rendu à ce niveau-là. Ensuite, on a le service HTTP qui peut être contacté ou non si l'utilisateur souhaite effectuer une action par-dessus. On peut par exemple ajouter une réaction. Et ça, dans ce cas-là, on va appeler une route sur les messages qui va permettre d'ajouter une réaction. Et là, je vous ai mis un petit exemple de structure de données qu'on reçoit par le biais de Discord au niveau du WebSocket. Donc du coup, on peut en voir quelques éléments pour le moment. C'est que déjà, il y a très peu de notions d'architecture logicielle. On n'a globalement que 2 services, ce qui n'est pas top. Et on est calqué quasiment en copie carbone sur le fonctionnement de l'API Discord ainsi que son WebSocket. Donc demain, le petit problème, mais ça on y reviendra après, c'est que si demain ils changent plus ou moins drastiquement leur système, en gros, on doit tout développer. Voilà. Donc on est un peu embêté. Par contre, on a l'avantage d'avoir une expérience développeur qui est assez proche de celle de Discord.js, on en reviendra également plus tard, mais elle permet une bonne navigation parmi les objets d'un serveur Discord. Maintenant, on a des problèmes. Et les problèmes, il n'y en a pas qu'un. Le premier, c'est au niveau de ce qu'on appelle la présentation. Donc, c'est ce que le développeur final pourra utiliser de manière courante pour développer son application. Et là, on va avoir un premier problème qui est le système de navigation par getter. Alors, Discord.js le gère d'une certaine manière. On n'est pas dans le monde du JavaScript, c'est pas pareil. Et le problème, c'est tout ce qui touche à la circulaire, la sérialisation circulaire. Est-ce que parmi vous, certaines personnes ont eu des problèmes de sérialisation circulaire au niveau d'une base de données, par exemple? Avec Symfony, par exemple, qui fait des sérialisations, même si on ne lui dit pas, par exemple. Donc en fait, le problème, c'est que je vais vous donner un exemple. On obtient depuis notre... Donc là, c'est un code Discord.js, bêtement. On écoute l'événement des créations de messages, donc l'envoi d'un message sur un channel. On récupère un message qui est le message envoyé, donc c'est un objet. Et derrière, on va pouvoir récupérer l'objet guild. Guild, c'est le serveur, l'entité du serveur Discord en question. Donc là, on a une première manière de récupérer. On va passer sur le message, on get le channel, on get la guild, et hop, c'est bon, on l'a. Mais ce qui est intéressant à voir et qui du coup a posé grand problème, c'est qu'on peut également depuis ce message-là, enfin depuis ce serveur, récupérer la liste des channels
récupérer un channel en particulier, et une fois qu'on est ici, récupérer le serveur. Donc en fait, on se retrouve à avoir un serveur qui possède des channels, et sur chacun des channels, on a une référence au serveur direct. Donc en fait, on se retrouve à avoir la circulaire très rapidement. Et l'un des gros problèmes aussi, c'est que ces données, il faut qu'elles soient présentes sur la mémoire, parce que sinon, on ne peut pas donner de structure qui n'existe pas. Et on y reviendra un peu plus tard. Ça, c'est certainement d'ailleurs le plus gros problème que j'ai rencontré sur l'application. Du coup, ça implique qu'on ait un couplage très fort sur ce que Discord met à disposition, donc à savoir le WebSocket et l'API. Et surtout qu'on a nos fameuses sérialisations circulaires qui posent grand problème et qui impliquent deux choses. Soit d'avoir la donnée d'assurance sur la mémoire, mais dans ce cas-là, plus on a de serveurs Discord, plus on a de membres, plus on a de données, c'est de l'exponentiel quasiment. Soit on utilise une solution de caching. Discord.js fournit ça sous le nom des partials, et ça permet de garder en mémoire une petite partie et la décharger, puis une petite partie et la redécharger. On peut choisir d'ailleurs l'expiration. Et vous avez, je ne vous l'ai pas dit au début, mais vous avez des petits QR codes qui vous permettent d'accéder à certains points de référence, notamment celui-ci. C'est un article que j'avais écrit sur Dev.to qui explique en fait le tenant et les aboutissants à cette migration. Pourquoi on l'a faite et comment on l'a fait pour arriver à une finalité qui nous convienne. Du coup, on a le fameux Tinket. Donc en fait, là actuellement, notre codebase, elle est très très fortement couplée à Discord, puisqu'on a des références aux mots, aux termes, aux services de Discord partout. Par exemple, le terme de guild au sein d'un serveur Discord, ça a un sens, parce qu'un serveur, dans leur possédé, c'est un serveur au sens machine. Nous, on n'a pas de référence à de la machine. Donc le terme de guild n'est pas plus pertinent que le terme de serveur, par exemple. Mais eux, ils ont appelé ça comme ça selon leurs besoins. Mais est-ce que moi, j'ai le même besoin? Non. Et l'idée, c'est justement qu'on a un couplage qui est trop fort et des références aux termes de Discord partout. Du coup, ça en résulte que la structure, elle est fragilisée. Si demain, Discord font un changement plus ou moins drastique, on va se retrouver avec beaucoup de changements, puisqu'on n'a pas juste les entrées et les sorties à mettre à jour, on a l'entièreté du framework. Et c'est un travail un travail très très long. Et du coup, au sein de l'implémentation actuelle, on n'a aucune gestion de substitution, aucune manière de substituer nos services, déjà pour les tester, et également pour que l'utilisateur final puisse les remplacer. Donc on a aussi cette perte de contrôle pour le développeur final. Ça, il y a des chats. Ça, c'était la partie plus axée sur la présentation, mais au sein du code, on a du coup plein de références partout. On a très peu de respect des paradigmes solides. On a un peu un effet glue, puisqu'on met des petits coups de glue par-ci, par-là. Et on n'a pas de standard universel suivi, ce qui implique que pour trouver des collaborateurs ou des personnes qui souhaitent collaborer, ça va dans les deux sens, c'est très compliqué, parce qu'il n'y a pas de norme universelle qui est suivie à ce moment-là. Et du coup, comme on n'a pas la possibilité de substituer nos services et les tester, en fait, on a une bombe à retardement entre les mains. Voilà. Donc, c'est compliqué. Et comme on est très fortement couplé à la partie exposée de Discord, de la même manière, et comme je vous l'ai dit, on est forcément obligé de suivre les évolutions sous peine simplement de ne plus fonctionner alors qu'on ne touche pas au projet. Je pars en vacances, ça ne marche plus. Ça peut être le cas. Mais tout va bien. Ou pas. Du coup, on va parler de la nouvelle architecture logicielle, celle qui m'a permis de solutionner une grande partie des problèmes. Enfin, je dis moi, mais on était deux à ce moment-là lorsqu'on a commencé ce chantier. C'est une V4. Alors pourquoi une V4 et pas une V2? Parce que simplement, j'avais fait des break-in change sur des composants à l'époque, et pour suivre la norme du major, etc., du coup, j'ai dû passer directement à la V3 pour la prod actuelle, et donc la V4 pour cette refonte. Donc là, les objectifs, il y en a, et pas qu'un peu. Dans un premier temps, l'utilisateur final, il ne faut pas qu'il soit impacté sur sa codebase une fois qu'il a adopté la nouvelle version. On considère que la version 3, le passage de la 3 à la 4, il est foireux, de toute façon, parce qu'on a une refonte totale de tout. Donc, une fois que la personne a adopté la 4e version, il ne doit plus avoir besoin de retoucher son code pour mettre à jour les librairies cœur du projet. Donc, les mises à jour doivent être transparentes. Également, on veut absolument que notre code soit isolé du reste du monde. C'est aussi l'objectif, retirer ce fameux couplage. Il faut qu'on redéfinisse strictement le rôle de chacun de nos services. On avait 2-3 schématisés, on avait un petit peu plus en réalité, mais on a certains services qui font des références vers d'autres, et on retrouve une sorte de circulaire aussi d'une certaine manière, donc c'était pas pratique. Là, on veut mettre tout ça à plat
mettre les choses au clair. Et surtout, du coup, permettre une meilleure substitution, quitte à refaire une refonte totale, permettre la substitution de nos classes pour les tester et pour que le développeur final puisse également lui-même les remplacer. Et petite aparté sur l'API exposée qui sera plus atomique, je vous en parlerai un peu plus loin, mais ça joue sur les problèmes de serialisation circulaire. Donc on a choisi de porter notre dévolu vers une architecture dite hexagonale. On n'est pas sur de l'hexagonal strict, on y reviendra un peu plus tard, mais on va adopter le principe des ports et des adapteurs pour isoler le reste du monde de notre cœur métier du framework et non pas du développeur final. Et l'architecture logicielle hexagonale, en fait, s'y prête bien. Donc on a choisi de partir là-dessus. Donc l'avantage, c'est qu'effectivement, on a une grosse réduction des dépendances extérieures. On a une meilleure segmentation en interne du rôle de chaque service. Donc on va dans ce sens-là. C'est une architecture qui est standard, tout le monde la connaît, enfin, tout le monde, façon de parler, mais je veux dire, elle est connue et reconnue. Donc ça facilite aussi les collaborations. Et du coup, par contre, ce choix, il a quand même des grosses implications. Implications qu'on a tendance à un peu à ignorer, pourtant en entreprise, c'est quand même un peu le nerf de guerre. Quand on a une équipe de développeurs qui sait faire que du JavaScript et qui d'un coup doit faire du Python, est-ce qu'on fait du Python? Eh ben, ça dépend. Du coup, j'ai pas la réponse. Mais là, de la même manière, choisir cette architecture-là implique pas mal de choses. Il faut avoir compris les tenants et les aboutissants, le pourquoi du comment, pourquoi c'est pertinent et quelles sont les limitations à la pertinence. Est-ce que si on va trop loin, ce ne serait pas justement se tirer une balle dans le pied pour le futur? Il y a pas mal de choses à comprendre avant. Également, on implique un énorme restart du projet, puisqu'en fait, on recommence de zéro, tout simplement. Et donc, il faut avoir beaucoup de motivation et pas mal de temps personnel, puisque c'est un projet qui est vraiment uniquement open source. Personne n'est rémunéré à l'heure actuelle, et je pense que même si c'est un souhait pour d'autres choses pour plus tard, il y a peu de chances que ça arrive. Et également, il ne faut pas créer une architecture hexagonale pour en créer une, il faut la créer et la maintenir. Sinon, il n'y a pas d'intérêt à écrire du code. C'est mon avis subjectif. Donc là, on va arriver sur les différentes composantes cœur du framework. Évidemment, du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'en ai pas pris 15, j'en ai pris 4-5. Mais ce sont certainement les plus importantes qui nous ont permis justement de restructurer le projet correctement. Et là, on va avoir beaucoup de schémas, je vous préviens d'avance. Est-ce que vous arrivez tous à bien lire les schémas? Ok, bon déjà, mon pari était bon. J'espérais que la télé ne soit pas trop petite, en fait. Donc du coup, dans un premier temps, il faut définir qu'est-ce que c'est un service, pourquoi on en a un et qu'est-ce qu'il est censé faire. Donc on va chercher à ce qu'un service il ait une responsabilité unique ou quasi unique. Par exemple, le WebSocket, il va gérer l'entièreté du WebSocket. Mais dans le WebSocket, on va entendre le système de reconnexion. Lorsque Discord nous dit sur leur documentation, Internet est un monde vaste et rempli de dangers, tout peut subvenir. Voilà, ça c'est quelque chose qui est écrit dans la documentation à une époque. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité, il faudrait que je regarde. Mais c'était assez drôle et assez déroutant puisqu'ils n'avaient pas encore les schémas à l'époque où on l'a fait. Il faut également gérer le heartbeat, il faut gérer les cas de déconnexion, certaines petites exceptions, on va envoyer une demande vers le WebSocket pour récupérer des résultats. Alors, normalement, on appelle l'API HTTP. Enfin, il y a plein de petites subtilités comme ça. Et en fait, c'est la responsabilité unique du WebSocket de gérer les interactions avec l'extérieur au niveau du WebSocket uniquement. Après, il faut absolument que nos services ne soient pas bloquants les uns pour les autres. Il faut que tout fonctionne en corrélation et qu'aucun service n'attende de manière indéfinie le résultat d'une autre pour fonctionner. On veut vraiment une réactivité la plus rapide possible. Et dernier point, le fameux retrait des dépendances externes. Et donc là, schématisé ici, on a l'entrant, le sortant, tout ce qui est en dehors, enfin tout ce qui est à l'intérieur de mon applicatif ne doit plus avoir de référence avec le reste du monde. Il doit être uniquement prévu pour fonctionner en son sein. On va reprendre notre exemple du message qui est envoyé sur un channel. Il va provenir du WebSocket. Donc là, nous, on l'interprète comme étant un paquet entrant. Il rentre et il est lu par le service WebSocket. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? On a vu tout à l'heure la forme du jeu de données qu'on reçoit. On a un D et un type en fait, de message. Le D, c'est le payload. Et selon le type de message qu'on reçoit, on sait ce qu'on doit en faire.
on a notamment l'action de dispatching. Donc ça, c'est une action utilisateur qui a été faite sur le Discord et nous, on doit l'interpréter pour en faire quelque chose. Dans notre exemple d'un message qui est envoyé sur le Discord, on va le lire là. On délègue la responsabilité de la gestion du paquet au paquet de service. Pourquoi? Parce qu'on a N événements entrants, N paquets entrants. Et donc là, on va avoir besoin d'un paradigme de stratégie, parce qu'on a des structures de données qui sont différentes selon les événements émis. Et on a besoin qu'ils ne soient pas bloquants, donc on va adopter de l'observable au niveau du pattern. Ça parle à tout le monde si on parle d'observable, de subscriber, ouais. Okay. Donc là, dans notre cas, on va trouver le packet handler qui va gérer notre message envoyé sur le Discord et que nous, on a reçu au sein de notre application. Donc, on en est là. Et une fois que le packet, le handler a été exécuté, donc il y a eu une phase de transformation pour isoler l'extérieur avec l'interne du framework. C'est là notamment qu'on gère toutes les normalisations, les sérialisations, éventuellement des désérialisations aussi. Et on va, une fois qu'on a notre événement final, l'envoyer dans un autre bloc logiciel qui sera l'event au niveau de la gestion globale des événements utilisateurs. Et c'est là notamment qu'on va avoir le code métier de notre développeur final, qui est symbolisé par les petits rectangles bleus. Et c'est là qu'on va pouvoir réagir à notre message entrant. Donc ce qui va se passer, c'est qu'ici, on a une structure de données qui est externe. Ici, on passe sur une structure de données qui est interne et qui est même sérialisée sous la forme d'une classe Dart pour pouvoir être chaîné derrière et être traité par le code métier du développeur. Et là également, on va adopter un pattern observable justement pour éviter cet aspect bloquant. D'ailleurs, ce pattern est utilisé nativement par Discord.js aussi, et il y a quand même une bonne raison, donc c'est les fondamentaux qui ont quand même été repris et qu'on trouve dans quasiment tous les langages, que ce soit en Rust, que ce soit avec Selenium, que ce soit avec du JS ou du Python par exemple. Du coup, la mise en place au niveau des principaux services, alors il y en manque par rapport à ce que je voulais vous présenter, mais voilà globalement comment on va découper notre nouvelle architecture. On va avoir la partie infrastructure qui représente toutes les interactions avec l'extérieur et le reste du monde. On va voir le domaine qui, lui, est le contexte métier de notre framework. Et on va voir également la partie applicative qui, au niveau de ce qu'on va fournir, parce qu'on est quand même sur quelque chose qui est distribué, on n'est pas sur un produit final comme un serveur HTTP, on le distribue. La couche applicative représenterait la couche de présentation, c'est celle que le développeur final pourra utiliser par le biais des classes. Les classes de messages, les classes de serveur, les classes d'emoji, de rôle, etc. Par contre, on verra un peu plus tard, il y a un petit problème vis-à-vis du respect de l'hexagonal, et c'est pour ça que je vous disais qu'on avait un souhait de porter vers l'hexagonal, mais on n'était pas à 100% hexagonal. Donc là, on a premier zen pattern qu'on utilise, c'est le singleton, qui est très très connu et qu'on retrouve dans quasiment tous les frameworks back-end web du monde, que ce soit du Laravel, Symfony, du Adonis ou autre. Il permet notamment qu'on ait toujours et uniquement une seule instance au sein de l'application. On évite la multi-instantiation. Il est facile à substituer, puisqu'on peut cacher une implémentation derrière un contrat. On l'a notamment en exemple ici. Alors c'est du vrai code, hein, ce n'est pas du pseudo-code pour le coup. On a notre IOC. On va lui accrocher un service qui s'appellera service, et on va lui passer une implémentation pour justement cacher l'implémentation derrière le contrat. Et pour le récupérer, on va récupérer via le contrat l'implémentation qui y a derrière. Donc l'avantage, c'est que demain, je peux faire un MyServiceTest et hop, c'est bon, ça marche. Ça marche de la même manière. Donc en tant que développeur final, je peux également remplacer des briques. Ensuite, on a l'event emitter, qui lui est une part quand même vraiment très très importante, puisque c'est celui qui permettra d'exécuter le code métier du développeur. Alors, pour cet exemple, je vais changer de côté. Donc là, on est basé sur une exécution qui est non bloquante, puisqu'on envoie un simple signal, et derrière, c'est à qui veut bien l'entendre le reçoit. Et on peut avoir N subscribers exécutant le code métier, ce qui permet d'avoir plusieurs événements plusieurs événements du développeur qui écoutent le même événement de Discord. Donc quand on veut bien segmenter le code proprement via un autre hexagonal également, ou d'autres paradigmes au sein de la code base du développeur final, eh bien on peut sans problème. Donc là on a un petit exemple. Alors j'ai oublié d'instancer le client, mais il n'est pas intéressant ici. On va avoir notre client, on va écouter les événements, on écoute l'événement ready et on reçoit l'instance du bot au moment où il est lu. Le ready, il est lu en tout premier. C'est le tout premier qu'on reçoit. Et ensuite, on va récupérer notre logger et on va print simplement le nom du bot is ready.
Ensuite, on va écouter le fameux message create. Donc là, on a un exemple, non plus sous Discord.js, mais sous Mineral. De la même manière, on va écouter les événements du serveur. Alors ça, c'était aussi l'une des grosses problématiques, c'est qu'on avait tendance à bien segmenter en fait les événements, avoir les événements sur les messages privés, les événements sur les serveurs Discord. On a fait ce pari-là à un moment qui nous impliquait beaucoup plus de travail, mais au final, aujourd'hui, on s'en réjouit parce qu'il y a eu d'autres aspects, d'autres contextes d'exécution, notamment pour les commandes, les slash commandes, qui font qu'on est sur quelque chose qui nous permettra de rapidement réagir aux prochaines fonctionnalités. Donc dans notre exemple bateau, si jamais l'utilisateur qui envoie un message est un bot, eh bien on cancel et sinon on lui répond. Ensuite, on a le marshalleur, qui est certainement l'abri qui nous avait posé du coup le plus de problèmes à l'époque, puisque c'est celle qui gère la sérialisation. Et sur celle-ci, on veut avant tout reprendre en fait un contrôle sur les données qui entrent, les isoler encore une fois du monde extérieur. Et donc ça passe par notamment la normalisation. Donc c'est la première étape. On change le code les structures de données qui sont reçues par une structure de données qui est propre au framework. Donc c'est là la fameuse première couche d'isolation. Et ensuite, donc c'est ce point-là. Et ensuite, on va réduire tout ce qui est dépendance aux structures extérieures, puisqu'on a un premier, un premier pont en fait qui va bloquer. Pardon, je ne sais pas comment le dire. En gros, bêtement, on a un code qui est reçu, on a un code qui est interprété, et si demain on a une modification à faire, on a uniquement sur ce pont-là et pas sur l'entièreté du code. On retire les références. Et du coup, ça nous permet d'instaurer une structure propre au framework. Petit exemple, ça, c'est ce qu'on reçoit en brut lorsque un serveur est créé, donc au démarrage d'un bot par exemple. C'est un peu le bordel. Et nous, on a décidé d'en faire une structure comme celle-ci. En fait, on va pré-shot l'instanciation de nos futures classes, c'est-à-dire que par exemple, on va avoir une classe serveur, on va avoir une classe assets, on va avoir une classe settings dedans, et en fait, on décompose progressivement notre structure à devenir. Et on a un design pattern stratégie qui est adopté pour certains types de données, comme les channels, puisqu'on a plusieurs types de channels, on a les catégories, les textes, les voice, on en a plein de différents, et ce n'est pas les mêmes jeux de données non plus qui transitent. Et ensuite, on a le fameux data store. Qu'est-ce que c'est le data store? C'est le seul point d'accès vers le monde extérieur. On avait l'entrée, là on a la sortie. L'avantage de celui-ci, c'est que tout passe par lui. C'est-à-dire que quand on a besoin de récupérer un channel, par exemple, on va faire la requête, implicitement, il va se passer des choses. On retrouve notre action qui est là, on arrive dans cette première brique, on va chercher les sources. On peut, dans un premier temps, chercher dans un cache, donc soit Redis, soit in-memory. Si la donnée est présente, alors dans ce cas-là, on la renvoie bêtement et on la sérialise. Si jamais elle n'existe pas, on va chercher la source de vérité qui est Discord. Et ça nous permet d'utiliser un cache, mais pas trop. Si on veut s'en abstraire, on peut tout à fait, puisque le cache ne devient plus qu'une simple option et non plus une nécessité comme on l'avait avant. Et il a également un deuxième rôle, c'est l'agrégation de données. Si demain, j'ai besoin d'un jeu de données qui est immense, par exemple, imaginons pour recréer quelque chose qu'on avait sur l'ancien système, et bien du coup, je peux avoir une route qui va taper N routes de Discord, agréger les données, faire sa tambouille, serialiser au propre et renvoyer la réponse. Et ça permet vraiment d'avoir tout centralisé, tout ce qui touche à du HTTP, en tout cas de centraliser. Là, j'ai un exemple un petit peu plus précis, et on va tomber vers un exemple ultra concret juste après. Ici, on a une action. Première chose qu'on va faire, c'est est-ce qu'on récupère depuis une source de vérité qui est du coup l'API de Discord, ou est-ce qu'on récupère depuis une solution de caching interne ou pas, selon si elle est définie ou non. Ça permet demain en fait, de déporter totalement le cache sur une autre machine si demain on a besoin de libérer de la mémoire, par exemple. Il a également le rôle d'agrégateur et il va serialiser nos structures de données au format JSON vers des classes instanciées, en utilisant la fameuse structure de données que je vous ai montrée qui est à droite. Et en exemple concret, du coup, dans cet exemple-ci, on veut récupérer un channel, bêtement, donc via un identifiant qui lui est propre. Eh bien, on va, dans un premier temps, appeler data store. Et une fois qu'on est dedans, soit la donnée est présente dans notre Redis ou notre système de catching, dans ce cas-là, on la serialise et on la renvoie. Donc ça permet d'avoir un aller-retour qui est beaucoup plus court et qui va donner un résultat beaucoup plus rapidement. Mais on peut également se dire, OK, on n'a pas de Redis. Et bien dans ce cas-là, on veut absolument récupérer la donnée depuis la source de vérité. Et après, on veut la normaliser pour standardiser la structure entrante. Puis, on la serialise sous la forme d'une classe en Dart. Puis, on la renvoie en finalité pour le développeur final.
Et du coup, je vous ai parlé du caching. C'est intéressant le caching, mais c'est aussi des implications, comme tout d'ailleurs. Et là, dans notre exemple, ça nous permet de réduire tout ce qui est opération HTTP, puisque Discord nous impose un rate limit assez violent dans certains cas. Et comme on a les données qui sont présentes localement, et ben du coup, on a un accès plus rapide à ces données et on évite justement de taper plein de fois un même endpoint et se taper le fameux rate limit, qui est pour l'utilisateur en tout cas très désagréable. Ça nous permet également d'avoir un accès aux données plus rapide, si notamment on est sur de la mémoire en direct et non pas par exemple sur un Redis. Et surtout, à l'heure actuelle, on a deux implémentations, le in-memory, qui grossièrement est une map immense, et le Redis. Par contre, du coup, il y a quelques inconvénients quand même. C'est que il faut maintenir un état cohérent entre ce qui est local, donc au niveau du framework, et ce qui est distant, donc Discord, notre source de vérité. Et dans ce cas-là, c'est un peu plus complexe. Et le gros problème surtout, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, pour un serveur Discord, on s'en fiche un peu, mais quand on va en avoir 50 000 à gérer avec sur chacun des serveurs plus de 3000 membres, d'un coup, on commence à avoir beaucoup plus de données qui transitent. Et dans ce cas-là, généralement, ce qui se passe, c'est qu'il y a un redéveloppement total de l'application dans un langage plus performant et surtout sans cache. Donc en fait, nous, l'un des souhaits avec cette nouvelle version, c'est qu'on retire totalement l'obligation d'utiliser le cache. On veut vraiment le rendre optionnel. Si le développeur le souhaite, s'il ne le veut pas, on le dégage. Et d'ailleurs, oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais Discord.js et quasiment toutes les librairies aujourd'hui, sauf Eris, je crois, imposent une manière de cacher les données, quelle qu'elle soit. Donc ça reste quand même assez contraignant. Et je vous avais dit tout à l'heure qu'il y avait des petits problèmes vis-à-vis du respect du concept hexagonal. Et ben en fait, c'est que quand on est sur un projet qui est distribué, et non pas qui est hébergé comme une traditionnelle API HTTP par exemple, dans notre cas, la couche de présentation, donc qui correspond à toutes nos classes, les serveurs, les guilds, enfin les serveurs, les channels, les rôles, les emojis, tout, et ben en fait se situe dans la couche de présentation parce qu'elle est à la destination du développeur final. Cependant, nous on l'utilise dans le domaine, pour les typages notamment, et on l'utilise également dans l'infrastructure pour justement instancier une classe. Donc là, on a un respect qui n'est pas bon du tout. Cependant, moi à l'heure actuelle, mais peut-être que mon avis changera à ce moment-là, à l'heure actuelle, ça reste OK, parce qu'on se lie à Discord, on n'a pas l'intention de changer, de supporter une autre technologie, une autre plateforme ou un autre provider d'une manière générale. Et comme l'API, elle est à destination uniquement du développeur final, parce que c'est simplement une exposition, eh bien, on considère que on n'a pas, le framework ne fournit pas d'implémentation sous la forme d'une présentation. On donne juste des classes et le développeur en fait ce qu'il veut. Je vous ai mis un petit exemple. Alors, pour celui-ci, je l'ai enregistré. J'ai fait la méthode Fireship avec les CTRL-Z. Parce que l'effet démo, on connaît tous, c'est pas cool. Donc là, dans l'idée, on crée un bot qui va écouter les messages, toujours, et qui va répondre, avec une petite emoji et un message. Et on fera des pauses si jamais il y a besoin de regarder plus en détail. Et voilà. Donc là, j'ai envoyé un message, hello Flutternant, donc bonjour à vous. Et le bot m'a répondu en me taguant et également en ajoutant une réaction à mon message. Et donc là, on a deux actions. L'envoi, déjà la détection, puis l'envoi d'un message, puis l'ajout d'une réaction. Donc là, on a terminé en fait la présentation pour le moment. L'idée, déjà, c'est de vous remercier, puisque déjà vous êtes là. C'est ma première conférence, donc merci à vous de me permettre de la faire. Et on va passer du coup à un jeu de questions-réponses, en espérant que vous ne vous êtes pas endormis. Merci. Question. En tout cas, merci beaucoup, c'était hyper intéressant. J'utilise Discord aussi, donc je vois très bien l'intérêt que ça peut avoir. Juste pour la structure un peu dans ma compréhension, en gros, le but du projet, c'est qu'un développeur demain en Dart,
ils puissent faire ce que du coup la démonstration finale. Avant, ils pouvaient le faire, mais c'était compliqué. En fait, l'architecture de Mineral n'était pas aussi développée que du coup tu l'as mis en place. Tout à fait. Ma question, c'est Discord.js, du coup, c'est l'origine de Discord.js, ça a été la même chose. C'est Discord qui l'a développé. Parce que du coup, je suppose que Discord.js, c'est pour les développeurs JavaScript pour faire des bots. Tout à fait. Et du coup, est-ce que vous vous êtes inspiré de l'architecture et de la façon dont ils ont géré? Parce que je ne sais pas si c'est open source, par exemple. C'est open source également, oui. Et du coup, est-ce que vous vous êtes inspiré de la façon dont ils ont fait pour reproduire pareil, mais du coup en Dart? Même si je Alors, pense qu'évidemment, il y a ouais. des Alors, on choses pourrait à dire nuancer. que déjà, merci pour la question, qui est très bonne, parce que c'est l'un des fondements qui a fait qu'on a refait justement, on a continué le projet. Basiquement, si on veut avoir un Discord.js en Dart, on va considérer que c'est Nix. Aujourd'hui, il se place comme étant une alternative en Dart à ce qui existe, donc à savoir Discord.js. Au niveau de l'API, au sens de la présentation, la première version qui est actuellement en prod d'ailleurs, eh bien, elle expose une API qui est semblable à celle de Discord.js. Donc là, effectivement, on s'impose toutes les problématiques de serialisation, mais parce que venant également moi-même de Discord.js et du JavaScript, je l'ai fait comme je l'utilisais en fait. Maintenant, ça a posé pas mal de problèmes. On a pu voir au niveau de la serialisation circulaire, par exemple, ou la distribution de données qui est assez volumineuse. Maintenant, c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi, mais je trouve que le code de Discord.js est une horreur. Pour beaucoup de choses, déjà, il n'y a pas vraiment de pattern proprement implémenté. Les types TypeScript, je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui, donc je vais mettre un petit nota bene, mais les types de TypeScript étaient dans une librairie à part de Discord.js lui-même, puisque historiquement, c'était du JS avant d'avoir les types en TS. Et en son sein, en fait, il y a beaucoup de codes que je considère comme magiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, par exemple, mes calls HTTP sont tous référencés dans l'équivalent d'un repository, avec ou non une agrégation de données, ou non un appel au cache, mais c'est un pattern repository d'une certaine manière. Eux, faut se lever tôt pour trouver les requêtes. Ouais. J'ai passé beaucoup de temps pour trouver la moindre requête et pour comprendre notamment comment fonctionnait le système de WebSocket que eux avaient implémenté parce qu'il fonctionnait. Et à l'époque, il n'y avait pas tous les schémas qu'on a aujourd'hui, c'était très compliqué. Et ben franchement, si j'avais su que le code en interne était comme ça, alors oui, ça marche, ça mérite de fonctionner et de résoudre des problèmes. Mais par contre, c'était hors de question qu'on reproduise un bazar, si je puis dire, comme tel. Ok. Merci. Est-ce que tu sais pourquoi Discord ils font du WebSocket et pas du serveur set event parce que vu que là, comment dire, c'est en gros là, toi tu reçois une WebSocket, enfin du coup le client il reçoit une WebSocket, il renvoie un call HTTP, enfin il balance un call HTTP. Et du coup, c'est quoi l'intérêt pour eux de faire du WebSocket si c'est que unidirectionnel comme ça? Alors, franchement, je pense qu'on est tous rendus à se poser la question du pourquoi. Enfin, autant WebSocket a effectivement un intérêt parce qu'on a la bidirectionnalité, là où effectivement le SSE te permettrait d'avoir uniquement un seul sens de circulation. Maintenant, on est tous un peu à se demander pourquoi ils ont une API HTTP autrement que pour le fonctionnement, par exemple, de l'application en tant que telle. Mais au niveau de ce qui est distribué pour que des développeurs puissent créer des bots, honnêtement, je me pose encore la question et objectivement, ce ne serait pas plus mal qu'on ait une implémentation uniquement basée sur le WebSocket. Effectivement. Oui. Mais après, ça, encore une fois, c'est mon avis. Ok. Mais effectivement, la question, je pense qu'on n'aura pas la réponse avant un bout de temps. Ouais, après, de ce que j'ai vu, il y a des SDK qui sont en train d'être développés, qui ne fonctionnent plus sur du RPC, si je ne me trompe pas. À voir vers quoi ils se dirigent réellement, mais il y a peut-être moyen qu'on ait une évolution de ce côté. Merci Vola pour ta présentation. Moi j'avais une question plus basée sur les questions d'open source qui vont avec le projet. Typiquement, on connaît que Discord, ils font forcément des mises à jour, donc ils ont des nouvelles features qui sont ajoutées. Je ne sais pas, ou en tout cas j'ai pas bien compris, par exemple sur Mineral, s'il y a une nouvelle feature qui sort, typiquement sur Discord, sous combien de temps est-ce qu'elle serait ajoutée? Est-ce que ça dépend de l'activité des contributeurs? Est-ce que ça dépend de toutes ces choses-là? Ou est-ce que c'est ajouté automatiquement? De ce que j'ai compris, il y a quand même une charge au niveau développement là-dessus. Donc, Alors, en fait, il y a plusieurs points là-dessus. La première, c'est comment fonctionne le système de versionning déjà de Discord. Ils ont une version de WebSocket, une version du HTTP. Je crois qu'à l'heure actuelle, on est sur la 10 au niveau du WebSocket.
Il me semble qu'il change de version lorsqu'il y a des réels breaking change. Donc pour le moment, on reste sur la même version, même numéro de version. Et effectivement, ils nous envoient, pour eux, leurs nouvelles features, ils envoient plus de données que celles qu'on avait avant. Celles qu'on utilisait, qui sont vouées à disparaître, en fait, elles sont marquées comme étant dépréciées. Elles sont encore fournies, mais pendant le numéro de version de l'API qu'on utilise et peut-être le suivant, mais pas au-delà. Et du coup, pour ce qui est de l'implémentation au sein de Mineral, on reçoit ces données, donc techniquement, on n'a pas besoin de faire d'adaptation sur la réception. Par contre, sur le port qui isole l'extérieur du framework, là, effectivement, c'est à nous de prendre en compte les nouvelles données, les ajouter en tant que propriété ou créer des nouvelles classes selon la feature, simplement. Et derrière, on l'implémente de ce côté-là. On va partir du principe que Mineral est terminé, puisque à l'heure actuelle, on est encore sur du rattrapage de retard, puisqu'on est reparti de zéro. Mais lorsque on aura terminé le projet, au sens, on aura une nouvelle release, on peut avoir une mise à jour concrète dans la semaine ou même les 2 semaines, selon la taille de la feature et surtout selon ce qu'elle implique. Si on est juste sur une simple propriété, une journée, 2 jours, c'est bon. Après, il y a aussi un point qui nous pose problème, c'est que on crée des outils, mais on ne va pas les utiliser parce qu'on n'a pas le temps de les utiliser. Donc c'est là, en fait, on a un besoin de communauté, des personnes qui sont là justement pour nous dire ça marche bien, ça marche pas, ça, il faudrait l'améliorer, ou peut-être que si on pouvait mettre un petit raccourci là-dessus, ce serait bien. Et ça, ce serait le bienvenu. Mais du coup, si nous, en dehors des news qui nous sont données par Discord, on nous demande, il y a des propriétés des fois qu'on ne va pas voir. Et des fois aussi, il y a des choses que Discord nous envoie, qu'on voit dans les payloads, mais ce n'est jamais documenté. Donc en fait, et encore, franchement, ils ont fait des gros efforts par rapport à avant, mais en 2022, c'était vraiment pas ça. Le WebSocket était quasiment pas documenté, c'était compliqué. Mais aujourd'hui, si Mineral sort une release, on est prêt à mettre une fonctionnalité, notamment aujourd'hui, il y a la V2 des nouvelles structures de messages, par exemple. On pourrait la sortir sans trop de problème en 2 semaines. À l'heure actuelle, je suis tout seul sur le projet. J'avais un collègue, mais pour ses études, du coup, il m'a abandonné. Je t'en veux pas. Et du coup, il va revenir de toute façon un jour, donc on reprendra à 2 à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'en termes de contribution, ça a été quand même assez light. La majorité venait de nous deux. On espère avoir plus de retours. Allez, Star, le projet. Ouais, voilà, allez Star le projet. On va faire un peu de pub. Allez Star. Je fais autre chose à côté. Donc à côté, je travaille dans une entreprise qui s'appelle Natalia. Donc on a créé un service pour gérer les standards téléphoniques basés sur un ensemble d'intelligence artificielle. Moi, je suis à 100% dessus. Voilà. Et puis après, sur Temps Libre, je développe le reste des outils, les packages ou des petits trucs qui me donnent envie où je me dis il y a un manque au sein de l'écosystème. Par exemple, on a tout ce qui est validation de données. Il y a quelques options qui existent majoritairement pour du Flutter parce que, hélas, le contexte back-end, au sens serveur back-end, il n'est pas très, très mis en avant par l'écosystème. Il n'est pas reconnu en tout cas pour ça. Pourtant, on peut faire des trucs de fou. Mais il y a eu quelques manques et effectivement, au niveau de validation de données, c'est compliqué, il n'y a pas grand-chose. Donc, j'avais créé justement un package, c'est le fameux portage de Vine d'Adonis pour justement Dart. Et pour l'exemple, on est à plus de 29 500 000 itérations à la seconde pour une structure de données complexe et en deep. Donc, il y a plein en fait, d'outils que je développe à côté, donc ça prend pas mal de temps. Mais le problème reste le même, c'est les retours. J'en ai pas assez. Du moins, si je voulais vraiment avoir quelque chose qui file. Est-ce que vous avez peut-être d'autres questions? Merci. Merci à toi. Merci à vous.